Imaginez un super fonds créé par les meilleurs et les plus brillants. Elon Musk, Jeff Bezos, Stefan Schwarzman, la machine ultime conçue pour générer autant d'argent que possible. C'est ainsi qu'un méga-fonds a été lancé il y a 20 ans. 4 lettres qui fascinent encore aujourd'hui les anticonformistes de la finance. L, T, C, M. À l'époque, les gens regardaient les traders en vue de Wall Street de la même manière qu'ils regardent Elon Musk aujourd'hui. Et ces mêmes personnes, des vétérans de la finance, des professeurs titulaires d'un doctorat et 2 prix Nobel, créent le fonds spéculatif Long Term Capital Management. Il atteint rapidement plus de 100 milliards d'actifs en 3 ans et réalise des rendements annuels dépassant 40%. Tout le monde à Wall Street veut une part de leurs profits, mais Long Term Capital Management cache un sombre secret qui va provoquer sa chute. En moins d'un an, Long Term Capital Management perd 4,4 milliards sur 4,7 milliards de capital. Mais ce n'est pas tout. Cela a failli faire s'effondrer tout le système. En 1998, Long Term Capital Management est sur le point d'exposer les plus grandes banques américaines à plus de 1000 milliards de dollars de risque de défaut. Bear Stearns, John Pierpont Morgan, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley et Goldman Sachs. Toutes les grandes banques sont impliquées et ont été manipulées par quelques génies du Long Term Capital Management, le fonds spéculatif qui a failli faire s'effondrer le système mondial. Considérez cela comme une leçon d'argent et de pouvoir. L'idée du Long Term Capital Management commence avec John Meriwether, qui dirige l'arbitrage d'obligations chez Salomon Brothers. Il démissionne de la banque après qu'un employé a été surpris en train de tromper délibérément le trésor américain. En 1974, John Meriwether rejoint Salomon Brothers et fonde un groupe d'arbitrage obligataire. C'est vraiment l'endroit idéal si vous êtes jeune et ambitieux. Leur stratégie consiste à acheter ou vendre des obligations lorsque les prix s'écartent de la norme, puis à attendre que les prix convergent de nouveau pour réaliser un profit. Votre voisin trader crypto fauché l'expliquerait probablement comme ça. Une obligation se négocie un peu plus bas que d'habitude, alors vous l'achetez et vous espérez qu'elle remonte. John recrute des intellectuels pour créer des formules prévoyant les prix du marché et détectant les anomalies. Au sein de Salomon, le groupe d'arbitrage se forge une réputation pour sa culture fermée, sa confiance et ses profits substantiels. La culture du groupe est connue pour être exclusive et soudée. Elle prospère grâce à la confiance et à la puissance intellectuelle. Imaginez une pièce remplie de personnages à la Bateman. Tout le monde est d'élite et générer des profits semble être le paradis, je sais. Meriwether supervisera bientôt toutes les opérations d'obligations. L'arbitrage d'obligations commence à se répandre dans toute l'industrie financière, mais ensuite, le temps de Meriwether chez Salomon se termine très brusquement. En 1991, le trader Paul Moser de Salomon Brothers a soumis de fausses offres au Trésor. Cela entraîne un examen réglementaire et des sanctions, car en tant que chef du groupe de négociation d'obligations, Meriwether est tenu responsable du manque de supervision. Finalement, il démissionne. Est-ce terminé pour lui? Évidemment non, la catastrophe est encore à venir. Les fonds spéculatifs connaissent un essor, tout le monde en lance aujourd'hui. Dans les années 1990, le nombre de fonds spéculatifs aux États-Unis explose, passant d'environ 200 en 1968 à près de 3000. Meriwether rejoint la vague et crée Long Term Capital Management. Long Term Capital Management, mais il a de grandes attentes pour son fonds spéculatif, alors il va établir certaines conditions pour vraiment le distinguer. Tout d'abord, il vise à lever 2,5 milliards de dollars de capital. Ensuite, les frais de Long Term Capital Management s'élèvent à 25% des bénéfices et 2% annuels sur les actifs. Troisièmement, les investisseurs doivent maintenir leur capital investi pendant au moins 3 ans. Ces normes sont rares pour les fonds spéculatifs. Sans dire que c'est complètement mégalomaniaque, parce que Vlad, donne-moi un genre de rythme explicatif.
Les normes courantes pour les fonds spéculatifs incluent généralement des frais plus bas que ceux de Long-Term Capital Management. Les frais sont généralement d'environ 20% des bénéfices et de 1 à 2% de frais de gestion. Les investisseurs en liquidité peuvent souvent retirer leur capital avec un préavis relativement court, généralement trimestriel ou annuel, et non après 3 ans comme chez Long-Term Capital Management. Les exigences de capital initial sont souvent plus faibles, généralement de quelques millions au lieu de milliards. Au fait, si vous voulez voler certains de nos meilleurs modèles de montage, ou si vous voulez simplement apprendre comment nous montons nos vidéos. Donc par exemple, en utilisant davantage l'intelligence artificielle dans votre montage vidéo et en optimisant vos montages pour la rétention, nous avons un mini-cours gratuit de montage vidéo ainsi qu'un pack de ressources. Saisissez votre adresse email ci-dessous et recevez vos cadeaux gratuitement. De plus, notre premier email vous donnera accès gratuitement à notre base de ressources de montage vidéo avec de nombreux packs, overlays, transitions, tutoriels, etc. Oh, et si vous aimez écrire des histoires d'affaires épiques comme celle-ci, et pas seulement les regarder, les Slackers peuvent postuler en tant que scénaristes et futurs responsables de chaînes potentielles ci-dessous. Pour justifier ses ambitions folles de fonds spéculatifs, Merriweather recrute des universitaires respectés pour apporter de la crédibilité à la jeune entreprise. Cela inclut Robert Semerton, Myron Scholes et David Mullins, alors vice-président de la Réserve fédérale. Malgré de nombreux refus, dont celui de Warren Buffett, Long-Term Capital Management prend de l'ampleur et attire des investisseurs étrangers, auparavant peu intéressés par les fonds spéculatifs. Mais attends, rembobine ça. Des refus, y compris de Warren Buffett. Le fait que Warren Buffett les ait rejetés aurait dû être un signe d'alerte précoce. Mon hypothèse sur les raisons de son refus repose sur plusieurs motifs. Buffett évite les risques excessifs et l'effet de levier important de Long-Term Capital Management amplifiait les pertes potentielles. Les stratégies de Long-Term Capital Management étaient complexes et difficiles à comprendre. Contrairement à la préférence de Buffett pour les investissements simples, les frais élevés de Long-Term Capital Management étaient peu attrayants pour Buffett, qui privilégie les investissements rentables. D'anciens problèmes, tels le scandale chez Salomon Brothers avec John Merriweather, ont sans doute influencé la décision de Buffett. La fin des années 1990 était marquée par une forte volatilité financière. Et Buffett a sans doute estimé que ce n'était pas le moment pour un investissement aussi risqué. En février 1994, Long-Term Capital démarre avec 1,25 milliard de dollars, un financement record pour une première année. Long-Term ne commet presque aucune erreur. Il gagne 28% alors que la plupart des autres investisseurs perdent de l'argent. Avec des partenaires vedettes et un financement record, Long-Term Capital Management devient la société phare recherchée par tous. Long-Term se distingue par son expertise dans l'interprétation des modèles et l'obtention de financements sécurisés. L'équipe excelle à repérer des transactions jumelées, couvrir ses paris et utiliser l'effet de levier pour transformer de petits profits en gains plus importants. Les gens considèrent Long-Term non seulement comme un fonds spéculatif, mais aussi comme une société d'investissement en technologie financière, SUS, et il y a un autre signe avant-coureur de la catastrophe à venir. Ils sont également très secrets concernant leurs opérations, ce qui rend la collaboration avec eux extrêmement frustrante pour les banques. Les associés partagent peu sur leur stratégie, répartissant les transactions entre banques pour ne rien dévoiler à un desk propriétaire. Le long terme offre généralement une vue d'ensemble des modèles et de l'économie, mais pas grand-chose de plus. Il rachète même les photos utilisées dans Business Week pour s'effacer des médias. Mais en finance, ce qui compte, c'est deviner exactement l'argent qui entre. Et tant que l'argent continue d'entrer, personne n'a besoin de savoir exactement ce qu'ils font. Tout ce qui importe à chacun, c'est que les bénéfices continuent d'arriver comme promis. Contrairement à la croyance populaire, il y a quelques critiques qui critiquent le modèle Long-Term Capital Management. Ils s'inquiètent de la dépendance de son modèle à un marché complètement irrationnel. Si les marchés ne se comportent pas comme ils l'ont fait par le passé, Long-Term pourrait perdre des millions sur ses transactions hautement leviérisées. Par exemple, Seth Klarman est un adepte de l'investissement axé sur la valeur. Long-Term propose d'acheter une part de la société, mais il refuse.
où Paul Samuelson, le premier économiste financier, a remporté un prix Nobel. Il s'inquiète de l'impact des événements extraordinaires sur le marché, perturbant sa prévisibilité. Eugene Fama constate que les actions sont vouées à avoir des valeurs extrêmes, ce que les modèles de distribution aléatoire ne peuvent pas expliquer. L'inquiétude de Fama grandit lorsque le long terme finit par s'aventurer dans les actions, c'est perdant prudent car la croissance à long terme ne montre aucun signe d'arrêt. En 1996, l'entreprise compte plus de 100 employés et 140 milliards d'actifs. 140 milliards cette année-là, ils engrangent un bénéfice total de 2,5 milliards de dollars. En 1997, Merton et Scholz reçoivent le Nobel d'économie pour leur modèle de valorisation des produits dérivés. Les associés ont dû avoir l'impression d'avoir une touche magique, mais il y avait une omission flagrante. Les marchés ne jouent pas toujours franc jeu. Bientôt, tout le monde commence à comprendre la stratégie d'arbitrage d'obligations de long terme chaque fois que long terme s'oriente vers une transaction. D'autres interviennent, réduisant l'écart et diminuant les opportunités de profit. Dans les industries classiques, quand les concurrents vous attaquent, vous pouvez innover et améliorer votre produit. En finance, ce n'est souvent pas possible. Alors que faites-vous? Vous évoluez. L'équipe explore l'arbitrage sur actions et fusions. Victor Hagani, l'un des associés, cherche des opérations de pair sur des actions liées, c'est-à-dire à repérer des titres dont les prix évoluent ensemble. Lorsque l'une des actions s'écarte du mouvement attendu, il achète celle qui est sous-évaluée et vend celle qui est surévaluée, en anticipant qu'elles se réaligneront à un moment donné. Un autre associé, Larry Hillibrand, parie sur les fusions d'entreprises pour créer et refermer des écarts sur les actions. Il achète des actions de la cible et vend à découvert celles de l'acquéreur, s'attendant à la conclusion de l'accord et à la convergence des prix pour profiter de l'écart. Bien sûr, il va sans dire que tous deux prennent des positions extrêmement levier dans ces paris. Il faut renforcer cet effet de levier. Or, l'arbitrage sur action est plus risqué que sur obligation. Les écarts peuvent varier de 4 à 10%. Long Term Capital Management sort de sa zone de confort et entre dans un monde qu'il faut des années aux autres pour comprendre et anticiper. Mais après toute leur victoire, ils ont dû se sentir comme s'ils venaient de skier sur les plus belles pistes. Leur confiance est à son comble à un moment donné. Long Term a 40 millions de dollars en jeu. Sur chaque point de pourcentage de variation de la volatilité, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, donc pour chaque variation d'1% de la volatilité sur les marchés américains ou européens, la valeur du portefeuille de Long Term Capital Management varie de 40 millions de dollars. C'est plus que la fluctuation moyenne du portefeuille d'un trader Robinhood. Long Term Capital Management investit dans des obligations brésiliennes, russes et des hypothèques danoises. Ils ont maintenant plus de capital qu'ils ne savent quoi en faire. Long Term Capital Management restitue 2,7 milliards de dollars aux investisseurs externes et poursuit ses investissements sur de nouveaux marchés. C'est comme s'il disait « Hey, on a maîtrisé le trading d'obligations. Pourquoi ne pas essayer tout le reste ?» Quel est le pire qui puisse arriver? Spoiler, beaucoup de choses peuvent arriver et c'est ce qui se passe. En 1997, des défauts financiers en Thaïlande provoquent un krach boursier en Asie, qui s'étend en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie et en Corée du Sud. D'abord, la crise financière asiatique commence avec la dévaluation du baht thaïlandais. Soudainement, vous n'obtenez plus qu'une fraction des massages que vous aviez l'habitude d'avoir pour votre baht. Le gouvernement thaïlandais, submergé par une lourde dette étrangère, doit abandonner son taux de change fixe avec le dollar américain. Cela entraîne une forte dépréciation du baht. Les investisseurs étrangers paniquent et il s'ensuit une fuite des capitaux. De nombreuses banques et entreprises incapables de rembourser leurs prêts étrangers font défaut. Et la crise se propage rapidement à d'autres pays asiatiques, déclenchant un effondrement économique régional. Le Fonds monétaire international tente d'apaiser la situation, mais se heurte à plusieurs obstacles. La Russie suit rapidement, ajoutant au chaos. Il ne faut pas longtemps avant qu'une panique mondiale ne s'installe. Le sentiment des investisseurs change radicalement. Les banques, étant frileuses, commencent à se retirer des investissements risqués et illiquides, elles recherchent la sécurité et les investisseurs se ruent sur les obligations du Trésor, ce qui entraîne un élargissement des écarts et une augmentation de la volatilité du marché américain. Long Term perd de l'argent sur chaque pari qu'il fait, mais ce n'est que le début.
Long Term Capital Management s'inquiète sérieusement lorsque Salomon Brothers, acteur clair de ses positions et menacé par la crise imminente, commence à liquider ses actifs à cause de rendements médiocres persistants. Avec la chute de Salomon, d'autres entreprises abandonnent également les opérations d'arbitrage. Long Term enregistre une perte de 14 lors du premier semestre 1998, sa plus importante à ce jour. Malgré ces revers, il n'y a pas d'alarme immédiate. Meriwether pense que la société finira forcément par avoir un mois non rentable. Tout le monde perd de l'argent dans l'environnement actuel, et Long Term détient toujours 128 milliards de dollars d'actifs, dont la crise semble gérable, non? Eh bien, c'est ce que tout le monde pense, jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'est comme dire « Ne vous inquiétez pas, on perd juste un peu de sang, alors qu'on se tient dans un bassin à requins. » La mauvaise nouvelle est tombée alors que de nombreux dirigeants de Wall Street étaient en vacances, probablement en train de siroter des cocktails et de faire du ski sur une plage. En août 1998, la Russie fait défaut sur sa dette seulement 3 jours plus tard. Les marchés mondiaux s'effondrent, les investisseurs se retirent un peu plus vite que... Bon, laissez-moi passer cette blague. Les écarts de swap atteignent des niveaux astronomiques et tout s'effondre. Mais qu'est-ce que c'est, les écarts de swap? Tu n'as pas encore ton CFA. Ça veut dire que la différence de taux d'intérêt entre différents types de prêts est devenue extrêmement grande. Cela montrait beaucoup d'incertitudes et de peur sur le marché. À cause de cela, tout a commencé à perdre de la valeur rapidement sur le marché financier. Et, lors d'une journée particulièrement mauvaise, Long Term Capital Management a perdu 553 millions de dollars, soit environ 15% de tout l'argent qu'ils avaient. En l'espace d'un mois, ils ont perdu près de 2 milliards. La société espérait le retour à la normale des écarts de prix sur lesquels elle misait, mais a dû vendre ses investissements pour éviter de plus grandes pertes. Cette vente était nécessaire car conserver ses investissements aurait pu entraîner des difficultés financières encore plus graves. C'est à ce moment-là que le désespoir s'installe. Long Term Capital Management cherche des financements auprès de gestionnaires de fonds spéculatifs, de banques et d'autres investisseurs, mais essuie refus sur refus. Il ne leur reste plus que 500 millions de dollars d'actifs et ils peinent à régler les transactions. Les banques se préparent à la possibilité d'un défaut de paiement de Long Term Capital Management. Si Long Term faisait défaut, environ 50 autres contreparties seraient en grande difficulté, risquant plus de 1000 milliards de dollars. Pour certains, c'est grave. UBS a misé sur le succès de Long Term Capital Management. Ils ont fait cela en achetant ce qu'on appelle un warrant, qui est une sorte d'accord spécial. Cela peut rapporter beaucoup d'argent si l'entreprise réussit. Eh bien, cela signifie aussi qu'ils subissent d'énormes pertes lorsque leur pari s'avère être mauvais. À présent, tout le monde connaît les transactions à long terme. Leurs secrets ont été révélés, tout comme leurs problèmes. Le long terme enregistre encore de fortes pertes, perdant près de 3 milliards en 1998 sur les swaps et la volatilité. Le marché cesse de suivre leur modèle et ils n'ont plus de solution, puis cela arrive. Bear Stearns arrête de compenser les transactions à long terme. Bear Stearns, c'est un peu comme l'intermédiaire qui s'assure que tout se passe bien quand Long Term Capital Management achète ou vend des choses. Quand Bear Stearns cesse de compenser les transactions de Long Term Capital Management, cela signifie qu'ils refusent d'aider Long Term Capital Management à finaliser leurs achats et ventes. C'est un gros problème pour Long Term Capital Management parce que sans l'aide de Bear Stearns, Long Term Capital Management ne peut pas effectuer correctement ses transactions, ce qui aggrave ses difficultés financières. Et il n'y a aucune aide en vue, les tentatives de lever des fonds échouent. Long Term essaie d'obtenir plus d'argent auprès de Warren Buffett, du maître de la conspiration George Soros et de plusieurs banques. Et c'est là que la Réserve fédérale intervient. Ah non, pas ce type-là, celui-ci. Le président de la Fed, Alan Greenspan, sait que renflouer Long Term Capital Management attirerait des critiques, mais il s'inquiète aussi de l'impact sur le marché. Si Long Term Capital Management fait faillite, l'ensemble de Wall Street est exposé et risque des pertes massives en cas d'effondrement de Long Term Capital Management. La Réserve fédérale et les grandes banques préparent un plan de sauvetage de 3,65 milliards de dollars. Personne ne se soucie vraiment de sauver Long Term en soi, parce qu'au final, leçon de vie, tout le monde veut simplement protéger ses propres actifs. Tout le processus est extrêmement chaotique, avec de nombreuses négociations. Bear Stearns refuse de participer. Finalement, 11 banques mettent chacune 300 millions de dollars. Neyman met 100 millions et 2 banques françaises,
mettent chacune 125 millions pour un total de 3,65 milliards. Même après avoir conclu un accord, les exigences des banques et des partenaires de longue date continuent de menacer l'entente. Les partenaires, malgré la faillite de leur entreprise, hésitent encore à admettre leur défaite. Enfin, l'accord est signé, les partenaires abandonnent le contrôle et Long Term Capital Management commence à se stabiliser. Après l'effondrement spectaculaire de Long Term Capital Management, la plupart des partenaires ont rapidement lancé de nouveaux fonds spéculatifs et sociétés financières. Comme si recommencer faisait simplement partie de leur routine quotidienne, le sauvetage a exigé que les partenaires de long term restent encore un certain temps. Après tout, ils étaient les experts de leurs propres défauts désastreux. Malgré la chute spectaculaire, les partenaires l'ont traité comme un trait particulièrement malheureux, plutôt que comme une catastrophe totale. Très vite, ils étaient prêts à se lancer dans le prochain grand pari. John Meriwether, toujours l'optimiste, a lancé John Meriwether Partners Limited Liability Company, qui sans surprise a également fermé pendant la crise financière de 2008. Il n'a pas renoncé. En 2010, il a relancé JM Advisors Management, gardant la même stratégie d'investissement qu'à l'époque de Long Term Capital Management et Solomon. Je veux dire, c'est fou. Il a réussi à lever des fonds auprès d'investisseurs malgré ses deux derniers échecs spectaculaires, Long Term Capital Management et John Meriwether Partners, qui ont perdu 44% pendant la crise. Il faut admettre que cela nous fait paraître assez stupides, nous autres, qui n'avons pas reçu des centaines de millions à gérer. Eric Rosenfeld, gestionnaire et cofondateur de Long Term, a rejoint Meriwether chez John Meriwether Partners. Rosenfeld avait été le bras droit de Meriwether chez Salomon, puis chez Long Term Capital Management. Après John Meriwether, il est devenu président chez Paloma Partners et a ensuite fondé Quantitative Alternatives Limited Liability Company en 2007. Il avait clairement un don pour rendre les choses intéressantes. Larry Hillibrand et Victor Hagani ont également décidé de rejoindre Meriwether chez John Meriwether Partners, prouvant que la misère aime la compagnie. Alors, quelle est la leçon après tout ça ? Pourquoi diable n'as-tu pas encore levé 1 milliard ?